Salut, c'est Darius. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire du hacking, mais du hacking un petit peu plus matériel et système embarqué, puisque il y a quelques semaines maintenant, un membre de ma famille a acheté une caméra de vidéosurveillance relativement cheap venant de Chine, et je me suis dit, et si j'essayais de la hacker et de rentrer dans son système et voir ce que je peux faire. Nous revoilà donc avec la caméra sur la table, donc on a bon voilà, c'est une caméra du coup avec là ici une tête qui est rotative comme ça, bon très bien. Et elle est capable de tourner aussi sur elle-même là comme ça. On a une grosse antenne qui ressort et à l'arrière on retrouve un port Ethernet et un port USB. Et c'est à peu près tout. Oui, alors elle supporte les infrarouges, donc il y a des infrarouges et il y a là-dessous ici un slot pour une carte SD et un bouton reset. Donc il n'y a pas de vis apparente. Il y a juste là ici ces trois patins que je vais essayer d'enlever, voir s'il n'y a pas des vis. Effectivement, vous n'allez pas les voir vous, mais sous ces patins, il y a trois petites vis. On va les ouvrir et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors quand vous ouvrez comme ça l'appareil, bon malheureusement j'en ai pas, mais il existe des tapis dans lesquels en fait il y a des petits compartiments pour pouvoir garder les vis. Parce que bon, ça va, moi je sais que mon bureau est assez dégagé, que je vais pas perdre les vis. Mais quand vous ouvrez des produits comme ça que vous comptez remonter après, faites toujours très attention à noter les vis et à même vous filmer comme ça pour ensuite regarder comment remonter l'appareil. C'est important. Ok. Alors déjà ça c'est intéressant, il y a l'antenne là ici qui se baladait. Je sais pas comment elle faisait du coup pour capter le moindre signal. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais enlever ce que je peux enlever. Et ici, il y a ça. Là, ici, il y a une petite nappe. Voilà, probablement pour la caméra. Le connecteur du servomoteur. C'est un servomoteur? Non, c'est un moteur pas à pas. Donc bon, là, on retrouve une carte avec visiblement rien d'intéressant. Il y a juste le port Ethernet en fait qui arrive là, le port USB qui arrive là, et le contrôleur Wi-Fi avec son slot d'antenne. Quelques transistors pour le servomoteur, le moteur pas à pas. Et c'est tout. Et il y a une petite pièce noire en plastique qui se balade. Effectivement, c'est le connecteur de la nappe. Il va falloir que Il est cassé, super. Je l'ai cassé en l'ouvrant une fois. Quel matériel de super qualité. C'est pas grave, on verra ça après. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours là, puisque là, visiblement, il n'y a pas de processeur intéressant. Donc là, il y a deux vis pour enlever le servomoteur. Je vais dire servomoteur à chaque fois, hein, mais c'est pas un servomoteur, pardon. C'est un moteur pas à pas. Donc qui gère probablement la rotation à 300 et quelques degrés. Il y a encore deux vis là ici qui tient cet engrenage. Hop, ça me permet voilà, d'enlever ce petit engrenage qui d'ailleurs ne passe pas puisqu'il y a ça. Mais là, on se retrouve sans aucune vis. Il y a juste à la limite là la tête qui peut tourner, qui pourrait révéler quelque chose. Là ici par ce petit trou. Mais malheureusement, je ne vois pas de trucs intéressants à relever. Parce qu'il n'y a aucune autre vis et je peux pas tirer dessus. Ah, si je peux tirer dessus. J'ai rien dit. Je peux tirer dessus, je peux enlever ça. Mais ça révèle une pièce en plastique solide. Par contre, là ici, je vois qu'il y a un slot pour une vis. Qui du coup vise par là. Ah oui, là, ouais, effectivement, j'avais pas vu. Là ici, en fait, il y a un cache qui fait tout le tour. Je vais essayer de l'enlever. Ah, il est résistant. Si j'y m'y prends au niveau de la vis, peut-être. Ah oui, effectivement. Il fallait s'y prendre au niveau de la vis. Maintenant, on a ça qui part et on a accès à une petite vis juste là-dessous. Et du coup, cette petite vis est censée libérer la pièce en plastique. Sauf qu'il y a des petits crans encore. On a pu ouvrir ce cache. Voilà, donc là on a notre antenne. Et on a juste ici le circuit, je ne vais pas dire principal, mais presque principal. Donc maintenant qu'on a ouvert ça, on va pouvoir enlever le servomoteur là ici. On va pouvoir enlever aussi la nappe là. Et enlever le speaker. Pour ne garder que notre circuit principal. Donc on va enlever là les deux petites vis qui maintiennent le circuit en place. La petite vis, puisqu'il manque, les autres. Donc, super. La petite vis qui tient le système en place. Et du coup, on se retrouve voilà, avec ça. Je vais enlever aussi là
là, le connecteur là, et le connecteur là. Et voilà notre circuit principal. Alors, moi, il y a quelque chose là qui me fait très peur. Bon, du coup, je l'ai identifié directement. Là, ici, il y a un connecteur avec 3 pins. Sauf qu'il y a il y a déjà des pins qui ont été soudés. C'est absolument pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'exploiter cette caméra. Mais normalement, ça, vous allez pouvoir retrouver des pins comme ça, qui sont pas à souder, mais juste qui sont laissés vides. Ça permet en fait aux développeurs de l'objet connecté de pouvoir, enfin du système embarqué, de pouvoir débugger le système, voir si tout marche bien, etc. Donc bon, voilà, on trouve ça. Donc c'est parfait, on a déjà ces 3 pins qui sont connectés. Le but maintenant est de déterminer le protocole qui est utilisé pour pouvoir communiquer avec ces pins là. Alors, là, ils sont très gentils puisqu'en fait c'est écrit. C'est écrit juste ici, il y a écrit Ground TXRX. Donc je sais qu'il s'agit d'une communication série asynchrone. Mais quand on ne sait pas forcément ce que c'est, on va pouvoir utiliser un appareil comme ça. Ça c'est la version pas chère d'un analyseur logique qui permet de suivre, enfin, qui permet d'enregistrer de manière très précise l'évolution de jusqu'à, dans mon cas, 8 signaux numériques au cours du temps. Et là, on va pas avoir besoin de... si, on va en avoir besoin puisqu'il faut déterminer la fréquence à laquelle communique ce circuit. Donc, on va pouvoir remonter on va pouvoir remonter la plupart des composants. Qui du coup effectivement là il me faut la petite pièce en plastique. Voilà, là vous voyez à quoi servent les bacs, enfin les compartiments pour pouvoir ranger. Que j'ai perdu la petite pièce en plastique qui permet de faire tenir. Voilà, quelque chose fait, du coup j'ai retrouvé la petite pièce en plastique. Parce que là le but ça va être de reconnecter cette nappe et de pouvoir reclipser la nappe malgré le fait que le connecteur soit cassé. 2000 years later. Voilà, effectivement. Bon, du coup, ça passe maintenant. En fait, malgré le fait que le connecteur soit cassé, en fait, vu que ça pince, c'est relativement serré. Donc, ça a l'air d'aller. On va connecter les moteurs, même s'ils servent à rien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'ordinateur pour pouvoir brancher et regarder avec l'analyseur de spectre, avec l'analyseur logique, euh, la communication et essayer du coup d'identifier sa fréquence de communication, etc. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir cliquer juste. Donc je l'ai raccordé, voilà, j'ai raccordé la masse, j'ai raccordé les 2 fils de données. Et on va lancer, et du coup on peut voir que du coup il enregistre ce qui se passe. Pour l'instant il ne se passe absolument rien. Mais je vais brancher le circuit et on va voir ce qui se passe. Il y a une LED qui s'est allumée et on peut voir que là ici, ça a communiqué des données et puis visiblement il y a... Ah, il est en train de s'initialiser. Ok. Donc il ne s'est visiblement absolument rien passé après. Alors du coup, bon, ça c'est cohérent, effectivement, j'ai relié ce câble-là au pin de transmission et ce pin-là au pin de réception, donc c'est normal qu'ils ne reçoivent rien, puisque voilà. Par contre, c'est normal du coup qu'ils transmettent des données. Vu qu'on avait vu qu'il y avait écrit TX et RX, on peut aller dans Analyzers et ajouter Async Serial. Du coup, le channel, ça va être channel 0, et du coup, on va commencer à 9600, qui est un peu le standard, et il nous a déchiffré cette chose-là, qui n'a aucun sens. Donc c'est pas du 9000. On va pouvoir ensuite regarder peut-être ce que vaut l'espace qu'il y a là. Donc ça vaut 10,292 microsecondes. Et on peut faire 1 seconde divisé par 10.292 fois 10 puissance moins 6, puisque c'est des microsecondes. Et on est environ à 97 000. Du coup c'est très approximatif. Ça veut dire le plus proche de 97 000 c'est 115 200, 115 200. Donc on va tester 115 200. Il a réussi à déchiffrer toute une communication qui a été envoyée par la caméra. Je vais la copier. Voilà, on va ouvrir un nouvel onglet. Donc il commence par nous dire U-Boot SPL version 2013.7, compilé en 2019. Donc U-Boot qui est un bootloader slash BIOS slash voilà. Ensuite il nous colle plein de données qu'il a mesurées, enfin, plein de données ou alors des fréquences, ou alors, etc. Voilà. Donc plein de données matérielles.
Ce sont des DR, etc. Et ensuite, on a deux nouveaux U-Boot, mais cette fois-ci, il n'y a plus écrit SPL devant, il y a juste écrit U-Boot. Board ISVP, Ingenic Xbert T20, T21 SOC. Il y a 64 mégaoctets de RAM. La RAM utilisable est là. Il nous dit qu'il a loué ça, etc. Il nous dit que que la stack commence ici. Qu'il a bien copié le truc en RAM. Qu'il a détecté que l'EEPROM c'était une W25 Q64. Donc ça pourrait être intéressant pour avoir peut-être après si on peut pas la lire cette ROM. Et ensuite, card did not respond to voltage select. Error, ok, très bien. Et ensuite, bad device MMC0. Bon, il a trouvé les puces, voilà. Et c'est là où ça devient intéressant. Boot arguments. Et donc ça, c'est les paramètres qui sont passés au kernel Linux au démarrage. TTY S1. Je ne sais pas si c'est notre TTY ou si c'est justement un autre TTY, malheureusement qu'on ne peut pas, auquel on n'a pas accès. Ça serait dommage que ce soit un TTY auquel on n'a pas accès. Toujours en 15200 N8, donc c'est même la même config que tout à l'heure. Il exécute /linuxrc, c'est du squash fs, bon voilà, très bien. Ouais. Ensuite, du coup, il nous redonne des arguments. À mon avis, on était en S0 et là on est en S1, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'informations après. À mon avis. En tout cas, il y a écrit press unikey to stop autoboot. Donc ça, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir intercepter le démarrage et l'arrêter. Voilà, donc c'est un Linux 3.10.14. Là, pour 2019, c'est trop vieux. C'est pas grave. C'est un processeur MIPS, Linux kernel, compressé, voilà, très bien. Et ensuite, starting kernel, et à partir de starting kernel, on n'a plus aucune information. Donc, à mon avis, c'est ça. On était sur le TTY S0, là, et il a basculé en TTY S1, du coup, on ne voit plus ce qui se passe. Donc, c'est là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va essayer d'intercepter et d'appuyer sur press a button to disable autoboot. Pour ça, il va nous falloir un appareil qui fait l'interface entre mon PC et la caméra. Dans mon cas, j'ai un Flipper 0, donc je vais l'utiliser. Cancel. Effectivement, là, il a détecté. Alors, je n'utilise pas le kernel, enfin, je n'utilise pas le firmware de base du Flipper 0. J'utilise le firmware de Roguemaster. Voilà, donc en tout cas, du coup, on va pouvoir aller dans Applications. Et là, on va pouvoir aller chercher, je sais pas si c'est dans GPIO, effectivement. Dans GPIO, on va pouvoir aller chercher l'application GPIO, tout court, normalement, elle s'appelle. Ah, GPIO, effectivement, je l'ai raté. Donc, USB UART Bridge. La connexion est active, effectivement. Donc, malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais du coup, je fais USB UART Bridge. Est-ce que si je le branche, il est content ou pas? Non, si je le branche, je ne peux pas l'utiliser. Très bien. En tout cas, voilà. Là, il m'affiche du coup juste USB serial. Je vais dans configuration et là dans baud rate, je choisis 115 200 comme on a vu tout à l'heure. Le pin de masse de mon flipper au pin de masse de ma carte. Le pin TX de mon flipper, je vais le connecter sur le pin RX de la caméra. Et le pin RX du flipper, je vais le connecter sur le pin TX de la caméra. Faites attention, il faut bien inverser les deux, sinon vous allez rien obtenir du tout. On va pouvoir faire ça. Sudo screen-s ty acm0. C'est un S en minuscule peut-être. C'est un S en minuscule effectivement. Et on va reconnecter la caméra, voir ce qui se passe. Et voir si on obtient bien le retour attendu. Effectivement. Et du coup là je peux appuyer entre 1 et 0. Et je peux stopper. Et j'ai un TTY. Incroyable. Ben voilà. Je viens... Ah ok. C'est pas encore le TTY de Linux. Ok. C'est le TTY de U-Boot. Je peux écrire la mémoire. On va éviter d'écrire la mémoire. Afficher le contenu de la mémoire. Donc je vais pas avoir besoin de le lire manuellement. Memory display. Voilà, c'est ce que je veux. MD. Voilà. C'est donc après plusieurs heures de galère que j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais. Donc je vais vous dire, parce que du coup je l'ai déjà fait, parce que ça a pris du temps, et je vais vous dire comment j'ai procédé. Si on affiche les variables d'environnement, on peut voir qu'il y a un truc qui s'appelle bootcmd, qui est la liste des instructions qu'il exécute avant de démarrer. Il fait donc un sfprobe, et ensuite il fait un sfread, et il lit à telle adresse dans la mémoire, il lit 280 000 en hexadécimal octet,
à partir de l'adresse 80 000 de la puce mémoire. Donc vu que il lit là, avec ça, il lit un petit peu plus de 2 mégaoctets. Vu que la puce fait 8 mégaoctets, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sfread. J'ai lu 2 mégaoctets à telle adresse. Et ensuite, j'ai utilisé la commande qu'on avait vue tout à l'heure, mtd.b, pour lire à partir de cette adresse-là. Et j'ai lu une certaine quantité. Par exemple, bon, j'avais lu 2 mégaoctets, et du coup maintenant si on lit 100 en fait, il y a ce qu'il y a à cet endroit là dans la mémoire. J'ai donc lu 2 mégaoctets par 2 mégaoctets, ça a pris un temps infini, et du coup ensuite je me suis retrouvé avec des fichiers ultra longs contenant du coup ça comme structure. Et une fois ces structures obtenues, si je fais un swim, si je regarde les dossiers là, j'ai donc obtenu, vous voyez, des énormes fichiers comme ça qui font tous 1 million et quelques lignes. 1 million, non, 130 000, pardon, je ne sais pas lire. 130 000 lignes à chaque fois. Memory 1, memory 2, memory 3 et memory 4. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai créé ce petit script en Python qui, en fait, ouvre chacun des fichiers et lit chacun des octets avant de l'écrire dans memory.bin. Et on se retrouve donc avec, du coup, notre fichier memory.bin qui est, du coup, l'entièreté de la mémoire. C'est la fin de cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on verra ce que contient ce memory.bin. Et on essaiera d'explorer et de comprendre comment fonctionne la caméra, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Odaios. Bye bye.